Mexique, Basse-Californie, la puissante Amérique est toute proche. Mélange de races, mélange de peuples, fortement imprégné de latinité et des racines locales. La vigne a été introduite ici par les conquérants espagnols. Plantée par les missionnaires, on l'appellera mission ou criolla. Importée du Chili, sur cette terre aride, brûlée le jour par le soleil, rafraîchie en soirée par les brumes de l'océan, fraîche la nuit, le Vitis vinifera poursuit sa course d'est en ouest. De l'Asie centrale où il est né, il a rejoint les bords de la Méditerranée et plus tard il traversera l'océan. Aujourd'hui, le secteur vinicole est en pleine renaissance. Ici, le climat méditerranéen est favorable à la vigne. La construction du casino a débuté en 1928, alors que la prohibition battait son plein aux États-Unis. La vente et la consommation d'alcool y étaient interdites. Alors les gens de Hollywood voulaient un endroit où consommer de l'alcool et se distraire. La prohibition des années 20, dans l'Amérique voisine, a fait naître ici le commerce des jeux et de l'alcool. Le vin interdit là-bas est offert aux voisins fortunés d'Hollywood, dans des lieux de plaisir et d'argent. Le décor reste marqué par la culture hispanique. Un rare témoin de cette époque se souvient et exprime sa nostalgie. Ce bâtiment a été entièrement financé et réalisé par les Américains. Les constructeurs étaient aussi américains. C'est une merveille architecturale, construite tout en bois et bâtie sur du sable. Voici le bar de l'ancien casino. Toutes ces céramiques viennent de Talavera de la Reina, la capitale espagnole de l'azulero. Tous les carreaux du sol viennent de là-bas. Il faut imaginer cet endroit au temps de sa splendeur, croulant sous les verres et les bouteilles. À certains endroits, on peut encore voir les anciennes glacières de l'époque. Elles sont anciennes. Tout ceci date de la construction du casino. C'est ici que les gens venaient boire pendant la prohibition. C'était une époque merveilleuse qui a maintenu vivantes les traditions. Par exemple, vous qui parlez du vin, c'est grâce à cet endroit que s'est perpétuée la tradition de service rendu à une communauté. Car si l'on boit du vin, ce n'est pas seulement pour s'enivrer, mais plutôt pour se réchauffer le cœur. Aujourd'hui, la fête bat son plein. C'est le festival des vendanges dans toute la Basse-Californie. Chaque vigneron reçoit touristes et amis. Il fait goûter ses vins. Partout, la musique, des ventes aux enchères, la corrida, des plats typiques. Un concours de paella où le vin participe aux harmonies gastronomiques. Ici comme ailleurs, la passion anime les gens du vin. Je prépare les tables pour les juges. Ils vont d'abord aller visiter chaque stand pour noter la présentation de chaque paliero. Les gens qui participent à cet événement viennent de Guadalajara, des États-Unis, de Mexico, d'un peu partout en fait. Ça fait 11 ans que nous organisons cette fête. Elle nous permet de faire connaître nos vins au monde entier. L'époque des vendanges, l'époque où se fait la vinification, tout cela me fascine. Piscando, viene la época de cosecha, la época de molienda, la época, no sé, son muchos detallitos que me fascinan. Oui, c'est une véritable fascination. Le soleil se couche sur la baie. Ses rayons encore brûlants irisent la surface de l'eau, tandis que se prépare, un peu plus loin,
la fête de nuit dans une atmosphère conviviale. En route pour une visite touristique des caves et des vignobles qui apportent activité et richesse dans la vallée de Guadalupe, située à 45 minutes de la ville d'Ensenada. Nous allons visiter 5 entreprises vinicoles locales. Vous avez pris votre petit déjeuner? Le climat d'Ensenada n'est pas approprié. Nous devons nous éloigner un peu de la côte, car c'est dans la vallée que les conditions climatiques sont optimales pour la vigne. Ce rouge, c'est du Cabernet Sauvignon. Il me plaît, mais il est très sec. Le blanc est très bon. Le blanc des blancs, nommé Equissa, a un arôme plus herbacé. Il est plus léger. Le Cabernet Sauvignon Equissa est un rouge avec plus de tanins, plus de corps. Il accompagnerait parfaitement les gibiers. Beaucoup de tanins, oui. Oui, beaucoup trop de tanins. Il n'est pas bon. Il ne te plaît peut-être pas, mais il est rudement bon. Un commentaire qui revient souvent, c'est que le meilleur vin est celui que l'on préfère, indépendamment de ce que pensent les autres, du prix ou des conditions de production. C'est le vin qui accompagne le mieux les meilleurs plats. C'est vrai, le mariage entre un bon vin et une bonne cuisine est très important. Ils se complètent. Celui-ci est très bon. Oui, il est très très bon. Vraiment. C'est du Cabernet. C'est un vin qui a du corps, un subtil arôme boisé. Ce vin a la couleur et les effluves d'un vin jeune. Si vous avez des questions ou des commentaires, je me moque des gens qui disent « les piments, les cerises ». Parce que ceux qui ne sentent pas ces petits goûts de cerises pensent qu'ils sont nuls en vin. Ce n'est pas vrai. La dégustation est un art qui demande beaucoup de pratique. Plus on goûte de vin, plus on découvre toute une variété d'arômes et de senteurs. C'est tout le plaisir de la dégustation. Les premières vignes ont été plantées dans la vallée de Santo Tomás en 1871 par des jésuites de la mission Saint-Thomas d'Aquin. En 1791, les dominicains sont venus d'Espagne et ont planté de la vigne dans cette vallée. Ils se sont rendus compte rapidement que cet endroit avait les caractéristiques des vignobles méditerranéens. Officiellement, la cave de Santo Tomás fut fondée en 1888. Avec le développement des nouvelles techniques, Santo Tomás a été obligé de se moderniser pour faire face à l'avenir. Le nouvel établissement vinicole a coûté presque 10 millions de dollars, y compris les nouvelles plantations de vignes. L'architecte a su harmonieusement mélanger des matériaux de la vallée comme cette pierre avec des matériaux modernes et des matériaux de récupération d'anciennes installations près d'Ensenada, combinés avec l'ancien bâtiment du rancho. L'architecte a essayé de faire en sorte que l'édifice fasse partie du décor naturel. Il a travaillé en tenant compte de la vallée. Il tenait absolument à ce que ce bâtiment se fonde dans le paysage et ne défigure pas la vallée de Santo Tomás. Le plus intéressant ici, c'est le système par gravité. Après les vendanges, on amène le raisin au point le plus haut. Par gravité, il arrivera jusqu'aux cuves de fermentation.
On ouvre ces portes et le raisin descend directement en bas. C'est important pour ne pas abîmer les grains de raisin. Les pépins et la peau risqueraient de donner au mou une amertume non souhaitée. Voici le dernier niveau. La gravité se termine ici. Le vieillissement dans la cave avant la mise en bouteille. Les premières vignes de la vallée de Guadalupe ont été plantées par des missionnaires dominicains en 1834, mais abandonnées après une attaque indienne en 1840. Le peuplement de la vallée a commencé vraiment lorsqu'une communauté religieuse russe, appelée les Molokans, s'est installée en 1904. David Bibayov est le descendant direct de ces Russes. C'est un petit producteur de vin. Mes grands-parents, cette dame est décédée il y a 2 ans. C'était la dernière femme russe de la région. Voici un vestige de cette époque, un pressoir ancien qu'ils utilisaient pour la vinification. Dans ce petit cimetière, 3 Mexicains reposent aux côtés des Russes. Aujourd'hui, la législation a changé et seuls peuvent être enterrés ici les Russes et les résidents de la propriété. Les autres défunts sont enterrés dans le cimetière que vous voyez là-bas. Voici la tombe de ma grand-mère, Olga Bibayov. Mes grands-parents faisaient leur vin là, juste derrière la maison. C'est du Zinfandel. Je vais goûter. Il est à 16 degrés. Je suis le dernier des Mohicans russes, comme disent les gringos. Au début, le vin n'était qu'un passe-temps. Puis je me suis pris au jeu et maintenant c'est devenu une tradition. Je voudrais perpétuer la culture et le souvenir de nos ancêtres russes. Nous faisons partie de l'histoire de la vallée de Guadalupe. Guadalupe fait partie de l'histoire du Mexique. La boucle est bouclée. C'est ici que je fabrique mon vin. Comme vous voyez, cette production est tout à fait artisanale. C'est tout petit. Une fois les vendanges terminées, je dépose la récolte ici. Puis je la place en chambre froide pour que le raisin ne soit pas trop chaud avant de passer au pressoir. Il est sec, blanc de blanc de l'année dernière. 100% chenin blanc. Je pense qu'il est bon. Du moins, c'est ce que disent les personnes qui l'ont goûté. J'utilise des fûts d'occasion. Je les rachète à des producteurs de la région qui les avaient achetés neufs. Ce sont des fûts français. J'allonge l'élevage de 3 ou 4 mois. Ces tonneaux ont déjà servi. J'utilise aussi beaucoup de bouteilles recyclées, c'est écologique et je fais des économies. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour David Bibayov. Les portes de sa propriété sont ouvertes pour faire place à la fête des vendanges. Chaque année est une première pour lui, car c'est aussi l'occasion de faire goûter à ses invités son nouveau millésime. Je m'adapte aux exigences du marché. Je travaille de façon artisanale. Je fais une sorte de vin de garage. Les vins rouges sont produits sur place. Ils ne sont pas filtrés. Les vins blancs sont mis en bouteille par des négociants de la région qui disposent des installations nécessaires. Je veux perpétuer la tradition des Russes et pouvoir faire déguster le vin Bibayov.
junto con la tradición de los rusos de que existe un vino Vivajov. No, y está bien, llevan el mismo vestuario las niñas que la bailarina principal. J'adore écouter les commentaires des gens sur mon vin. En général, ils disent qu'il est bon. Vous êtes prêts pour la deuxième dégustation? Montezanic est l'un des établissements vinicoles les plus réputés de la région. Il se situe à 700 mètres d'altitude et surplombe la vallée de Guadalupe. Il a été créé en 1987 par un couple d'amis qui ont acheté cette propriété située près de l'extrémité orientale de la vallée. Ils ont constaté que les variétés de Bordeaux s'adaptaient le mieux aux caractéristiques de cette terre. Ils ont donc planté du Cabernet Sauvignon, du Merlot, du Cabernet Franc, du Petit Verdot, du Malbec, du Sauvignon blanc et du Sémillon. Plus tard, le Chenin blanc a été introduit. L'ingéniosité technique de cette aventure vinicole a été rendue possible par le docteur Hans Backhoff, fils d'émigrants allemands installés à Ensenada. J'ai une petite fille de 6 ans. L'autre jour, j'étais dans la cave avec des Américains à qui j'expliquais le processus d'élaboration du vin. Je tenais mon verre de chardonnay à la main, comme ça. Tout le monde m'écoutait. Elle est venue vers moi et elle a attrapé mon verre. Elle l'a mis à ses lèvres et elle a dit « Oh, c'est du chardonnay !» Puis elle s'est enfuie. Tout le monde était surpris. Ils m'ont dit « Mon Dieu, mais comment vous lui apprenez ça? Elle n'a que 6 ans. » J'étais assez embarrassé. Ils pensaient que j'obligeais ma fille à reconnaître les vins. Alors je leur ai dit « Non, attendez !» J'ai vidé mon verre et je l'ai rempli avec du vin rouge. Je l'ai fait goûter de nouveau à ma fille et elle a dit « Ah, c'est du chardonnay !» Voici mon bureau. J'ai mon ordinateur. Je peux me connecter à Internet. Voici le tracteur équipé de rampes lumineuses. La nuit, à 700 mètres d'altitude, la fraîcheur tombe. Les vendanges entreront moins brûlantes à la cave. La transformation biologique du vin pourra lentement prendre son départ. Tout s'apaise. À la lumière des lampes que porte le tracteur, les vendangeurs sont attentifs au choix des grappes. To be involved in this in winemaking and having wineries. Être viticulteur ou œnologue, c'est une façon de vivre. C'est pas n'importe quel travail, c'est un art de vivre. Lorsqu'on commence, on ne peut plus s'en passer. Vous apprenez à vivre dans la nature, chaque jour vous voyez les vignes en train de pousser. Elles sont vivantes. Et puis vous élaborez le vin. Vous pouvez voir comment il évolue. C'est comme vos enfants, vous les voyez grandir. Et vous pouvez vous rendre compte de ce qu'ils deviendront plus tard.
Victor Torres est comme un poisson dans l'eau ici. Il trône en maître absolu sur les vins du château Camus. Formé à Bordeaux, Victor a su imposer aux propriétaires sa manière de concevoir le vin. Tout ici, du matériel en passant par l'architecture, a été décidé par lui. Il réalise le rêve de tout œnologue, maîtriser l'élaboration des vins de la naissance d'un cep à la dernière brique de l'entreprise vinicole. C'est dans un décor de chantier que Château Camus fête ses vendanges. Il devrait doubler sa capacité l'année prochaine. L'année prochaine, nous installerons toute une série de cuves en acier inoxydable dans la partie supérieure pour pouvoir travailler ici en bas. Destinées au vin rouge, ces cuves seront plus larges et plus basses pour faciliter l'extraction des tanins. Nous allons doubler la capacité de nos installations grâce à ces 12 cuves supplémentaires. Regardez, nous nous trouvons plus ou moins ici. Avant, là, il y avait la montagne. Nous avons taillé dedans pour bénéficier d'une fraîcheur naturelle. Les caves sont enterrées à une profondeur de 8 mètres. C'est une occasion inespérée. On m'a donné carte blanche pour mener à bien mon projet et apporter des idées nouvelles. Il n'y a pas qu'une seule technique pour produire du vin. J'essaie d'innover, de faire un vin différent chaque année. Je pense que le vin doit toujours évoluer. Il ne doit jamais être le même. Voici la marque de la maison, Flor de Guadalupe. C'est un mélange hors du commun de Chenin blanc, de Chardonnay et de Sauvignon blanc. Quand j'ai visité ce vignoble pour la première fois, il était question d'arracher tous les anciens pieds et d'en planter de nouveaux. Je les ai convaincus de garder les vieux cèpes de plus de 60 ans et d'y greffer des jeunes. Nous avons greffé du Cabernet Sauvignon sur les vieux plants de mission. Vous voyez ici le greffon et maintenant il produit un raisin avec toutes les caractéristiques d'une très vieille vigne. Les racines produisent des composés très élaborés et très complexes que l'on retrouve dans le jeune plant greffé. Certaines personnes pensent que la gastronomie mexicaine se limite aux tacos ou aux enchiladas souvent vendus dans les restaurants populaires. Mais la cuisine mexicaine est un mélange harmonieux d'une variété inépuisable d'ingrédients, d'épices variées, mais surtout d'influences diverses. Le chef Juan José Gómez Aguirre a travaillé dans le monde entier. Il est maintenant revenu dans son pays qu'il affectionne avec passion. Sa cuisine est entièrement basée sur des produits locaux. Il n'oublie jamais le vin de la région, car c'est une source d'inspiration qui donne force à plusieurs de ses recettes. Un espadon associé à des vins régionaux. Depuis mon retour à Ensenada, j'essaye de marier cuisine locale, vin de la région et produits locaux. Dans une poêle, vous mettez de l'ail, un peu de beurre et de la tomate fraîche. Les vins mexicains ont un degré d'alcool élevé. Ce qui m'intéresse le plus pour ce plat, ce n'est pas tant le goût que donne le raisin, mais plutôt l'acidité spécifique des vins mexicains qui s'associent si bien aux fruits de mer et aux poissons. Vous prenez une belle tranche d'espadon. Celle-là vient d'une bête de 110 kg.
Vous l'ouvrez délicatement comme ceci pour pouvoir le farcir. Puis vous coupez les coquilles Saint-Jacques en fines escalopes. Le huitlacoche est un peu comme de la truffe française. C'est un champignon parasite qui se développe dans le maïs. C'est une maladie, mais il a un goût à la fois doux et assez prononcé qui convient parfaitement à l'acidité de la sauce. Puis on farcit l'espadon avec les noix de Saint-Jacques. Et le voilà prêt à griller. Une fois extraits tous les sucs du poireau, de la tomate et du vin, on passe la sauce. Ce vin a des arômes fruités qui vont être mis en valeur grâce à la sauce. Nous allons goûter. Nous ne sommes pas uniquement intéressés par le taux d'alcool du vin ou son acidité. La recette doit mettre en valeur tous les arômes qui sont spécifiques à nos vins blancs. Nos œnologues mexicains ont su élaborer un blanc de blanc très harmonieux. Maintenant la garniture. Juste un peu, on n'a pas besoin de beaucoup. Un petit bain de friture pour lui donner une belle couleur dorée. On passe la sauce au mixeur. Elle a une belle couleur, intense, sans être dominante dans votre assiette. J'espère qu'elle a gardé toutes les saveurs du vin. Vous nappez soigneusement l'espadon avec toute cette harmonie de saveurs. Des moules noirs de la région. Notre petite garniture et de l'épazote frit. C'est une plante typique du Mexique. Et voilà notre plat terminé. Le vin contribue à 50% à la réussite de ce plat. Les fruits de mer sont l'autre moitié. Et personnellement, j'apporte mes 1%. En contraste avec les entreprises que nous avons déjà visitées et qui sont de dimension modeste, deux entreprises de vinification dominent la viticulture mexicaine. L'une d'elles est la Casa Domecq. À l'origine se trouve Pedro Domecq, issu d'une très vieille famille espagnole qui a établi sa réputation et son empire à Xérès. Nous avons vendangé le chenin blanc, le colombard français et le chardonnay. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Nous ne sommes propriétaires que d'une dizaine d'hectares. Nous achetons le reste à d'autres viticulteurs. Aussi la Bodega de las Misiones, c'est notre cave. Voici notre nouveau bar pour la dégustation. Il n'est pas encore tout à fait terminé. On va déplacer la salle de dégustation qui se trouve en haut et nous aurons un escalier qui descendra directement à la cave. Nous ferons notre dégustation ici. Nous pourrons présenter nos vins et nous voulons aussi des œuvres d'art. On pourra poser les verres sur cette lumière pour regarder la couleur du vin. Il y a encore quelques aménagements à faire, surtout au niveau de la lumière. Le problème d'un endroit sombre comme celui-ci est que l'on distingue mal la couleur du vin.
Ici, il paraît bleu, alors qu'à la lumière du jour, il est d'un rouge éclatant. 90% des vins de table mexicains viennent de la région d'Ensenada. Avec notre voisin la Cheto, qui est aussi notre associé minoritaire, nous en produisons 80%. La Cheto est la plus grande entreprise vinicole du Mexique. Elle est installée dans la vallée de Guadalupe. Elle s'approvisionne en raisins dans les différentes vallées de la région. Les vendanges commencent en juillet à Mexicali et se poursuivent jusqu'à la fin septembre à Tijuana et dans la vallée de Redondo. Sur les 1 400 000 hectolitres de vin produits au Mexique, seuls 150 000 hectolitres sont consommés. Les autres sont distillés. On produit aussi des raisins de table, des raisins secs et des jus de raisin. Ici, pas de machine à vendanger pour la récolte. La main-d'œuvre est abondante, active et familiale. Les personnes qui travaillent ici se connaissent toutes. Elles ont l'habitude de travailler ensemble, car souvent, elles sont de la même famille. Elles s'entraident beaucoup. Les femmes remplissent les caisses, mais ce sont les hommes qui les portent jusqu'à la benne, car ces caisses sont très lourdes. Ils travaillent 12 heures par jour sous ce soleil de plomb. C'est un sacré boulot. La fête des vendanges est à la taille de l'entreprise. Impressionnante. Les vins blancs, rouges et rosés coulent à flot. C'est aussi l'Espagne, l'Italie et le Mexique qui se trouvent rassemblés pour accueillir les clients venus de tous les continents. La Cheto est à l'image de Domecq. Dans la tradition espagnole, la puissance de la maison se mesure aussi à la possession d'un élevage de taureaux et même à la propriété des arènes pour y recevoir les invités. La corrida fait partie de la fête des vendanges. Luis Alberto La Cheto trône en maître absolu, à la place d'honneur. Il reçoit le salut de la foule et des toreros. Donald Miller est un retraité américain. Avec sa femme, il est parti à la recherche de la terre promise et vient de s'installer dans la viticulture. Il s'est assuré la collaboration de 2 frères mexicains, eux aussi passionnés par le vin. Ils ont leur propre vignoble à 2 pas d'ici. Ce sont nos premières vendanges pour la Casa de Adobe. Nous avons commencé à 6 h du matin et Hugo a commencé à presser le raisin à 9 h 30. Nous avons fini il y a une demi-heure, alors nous prenons un repas pour célébrer l'événement. Ma femme et moi sommes originaires du sud de la Californie. Ma femme a toujours adoré le Mexique. En sortant de Notre-Dame, où se trouve l'oratoire de Notre-Dame de Guadalupe, elle m'a dit « Je veux mourir au Mexique ». J'ai répondu « Pas maintenant, j'espère ». Chacun imagine ce qu'il veut faire pour sa retraite. Moi, banquier travaillant au World Trade Center, je me suis transformé en viticulteur. Hugo a l'expérience et la connaissance du terroir mexicain. Nous n'avons pas besoin de suivre les Espagnols. Nous sommes Mexicains de la région de Baja California. Et il y a des gens qui viennent de partout ici. Nous voulons élaborer du vin, boire du vin en faisant quelque chose de nouveau. Cela va prendre plusieurs générations.
Voici nos quartiers privés. Notre appartement. Voici ma cave à vin. J'y place mes vins français, mais pas mes vins mexicains. Ma réserve secrète, n'est-ce pas? Voici une bouteille de Geiger, un magnum de 6 litres. Nous avons programmé une vente aux enchères qui fait partie du Festival des Vendanges. On fait un gala, puis on procède aux enchères, et nous avons récolté 20 000 $ pour les orphelins. C'est beaucoup d'argent. Que c'est beau! C'est vraiment magnifique. C'est notre nouveau bar. Vous parlez espagnol? Non. Juste un peu. On vient juste de couler ce béton hier. Comme ça, on a pu être prêt pour presser le raisin. Cette cuve est pleine depuis ce matin, jusqu'en haut. C'était la première fois que nous utilisions cette presse et cette pompe. Pleine à ras-bord. J'espère qu'il va bien. Cette presse appartient à Hugo. On y voit l'inscription Casa de Piedra. Nous avons fait les choix pour nos mélanges. Nous allons faire un mélange de Cabernet Sauvignon et de Syrah, puis un mélange de Grenache et Syrah, ainsi qu'un mélange de Cabernet Sauvignon et de Merlot. C'est une bouteille française. Une compagnie en Californie les importe. Voici notre bouchon. Notre bouchon pour le domaine de l'Adobe de Guadalupe. Notre premier. C'est le raisin qui appartient à Hugo, du Chardonnay. Il provient de son vignoble. Vous l'avez vu? Les vignes du domaine Casa de Piedra sont plantées à la française en rang très serré, de 1,5 par 1,5. Il produit définitivement le meilleur vin blanc de tout le Mexique. L'année dernière, il a seulement produit 35 caisses. Il a stocké une partie de sa récolte ici. Ça, c'est du chardonnay. La deuxième vendange de ce vignoble planté il y a 5 ans, selon le style ancien avec 10 000 pieds à l'hectare. Cette plantation très serrée exacerbe la concurrence entre les pieds de vigne. Aujourd'hui, c'est le dernier jour des vendanges. Nous ne fixons pas un taux de sucre précis. Le plus important est un bon rapport entre le sucre et l'acidité du raisin. Il varie chaque année. Une année, vous allez avoir un raisin plus acide, et d'autres années, un raisin plus sucré. Cela varie, bien évidemment. Le raisin est pressé entier, sans foulage préalable. Le jus ainsi obtenu est réfrigéré pendant quelques jours pour obtenir une décantation naturelle. Le jus débarrassé de ses impuretés est transvasé dans ces cuves pour la fermentation. Nous nous sommes inspirés des caves de Bourgogne, c'est-à-dire une cave de petite dimension, enterrée pour profiter de l'humidité naturelle. Avant, cette pièce était bétonnée, car c'était le réservoir d'eau de la maison. Nous sommes une entreprise familiale. Mon frère, sa femme, ma femme et moi. Nous sommes 4 personnes au total, chacun avec sa propre personnalité. Mon frère est architecte. C'est lui qui a dessiné et conçu ce bâtiment. À l'origine, ce devait être une maison d'habitation, d'où son nom de maison de pierre. Parce que c'est ce qu'elle est, non? Une maison en pierre. Nous avons fait beaucoup de projets ensemble.
J'espère qu'il ne m'entend pas. C'est très difficile de bosser en famille. Il pense sûrement la même chose d'ailleurs. Nous sommes tous viscéralement impliqués dans les projets, ce qui donne lieu parfois à des discussions animées. Et quand la passion entre en jeu, c'est toujours un peu comme ça, n'est-ce pas? Notre site internet nous permet de faire connaître notre propriété dans le monde entier. Cela permet de développer tout l'aspect promotionnel de notre entreprise vinicole. Hugo da Costa cherche à associer son vin à une image artistique. Pour lui, ces deux éléments sont indissociables. En dehors des expositions permanentes, Hugo abrite Boa, fabricant de guitares qui donne régulièrement des concerts au sein de la propriété. Nous refusons de considérer le vin comme un simple produit. Il doit faire partie de tout un éventail culturel. Jusqu'ici, il était considéré comme un produit manufacturé sans personnalité propre. Yo creo que las cosas que eran mucho más dramáticas era el vino no se concebía como un elemento de personalidad. El vino se concebía si la viticulture n'était pas un art de vivre, elle se réduirait au processus de transformation de raisin en vin. Expresar una manera de ser, una manera de pensar o algo era simplemente la reproducción de transformar la uva. C'est une façon de contrer la mondialisation. La régionalisation est le meilleur antidote contre la globalisation. Il faut vivre en parfaite symbiose avec son milieu pour ne pas être reproductible. C'est le secret d'une régionalisation réussie. Dans ce melting pot, une nouvelle ruée vers l'or, blanc et rouge, attire les aventuriers du vin. Ici, la Suisse expatriée. Alors les vignes, l'idée était d'avoir un petit carré de vigne pour la maison. Puis à cette époque, il y a eu un petit vignoble de fait. Et puis on vendait le raisin, quoi, puis on en mangeait, je sais pas. Puis un jour, moi j'ai été me balader à Bordeaux pendant un mois. Et ce qui m'a frappé, c'est que en fait, ce qu'on sentait dans les fûts n'était pas, disons... Oh! En fait, ce qu'on sentait dans les fûts à Bordeaux n'était pas tellement différent, disons. Hein. Je ne voyais pas comme ça pourquoi est-ce que ce qu'on fait à Bordeaux, ça donne ces très grands vins, etc. Et je me suis dit, il y a un truc, faut essayer. Il y a les bandes d'aluminium qui, en principe, le soleil tape dessus, ça fait ces taches de lumière très intenses qui, quand même, les dérangent. Les canettes de bière qui claquent. Il y a un appareil qui a un enregistrement d'oiseaux. Et puis ça se diffuse par deux haut-parleurs, ce bruit qu'on entend là-bas. Alors, en principe, c'est des oiseaux à peu près spécifiques à la région qui hurlent à mort, et puis on change. Ça marche. Oui, ça aide. Ça, c'est... J'ai ramené... Parce que le blanc que je fais, c'est du chasselas. C'est le seul chasselas sur le continent. J'ai été visiter un cousin en Suisse au mois de mars. J'ai ramené des sarments de vrais chasselas vaudois. Je les ai plantés là. Sur 2 douzaines de sarments, il y en a 4 qui ont pris. Alors ça, c'est le premier plan de chasselas vaudois qui pousse au Mexique. À Mérida, dans le Yucatan, il y a un marché sensationnel qui a 500 ans. C'est un marché... Je comprends pourquoi ça sent la paille. Ils ont beaucoup de force. Beaucoup de force rassemblés. C'est beaucoup de...
trop près, cette histoire. Qu'est-ce que t'as fait, là, alors? Oh ben, on a tout simplement mis les bottes de paille contre le mur. Mais ça fait un isolement qui marche très bien. Pas tout à fait conforme au code contre incendie, mais enfin. À peu près 1/5 du raisin vient de là. L'année prochaine, en principe, je mets des filets pour que ce soit moi et pas les oiseaux qui font la récolte. J'ai les cuves, j'ai le pressoir. Le pressoir vient d'arriver d'Italie. Je l'ai acheté cette année, il est chez Lisiaga, en dépôt. Hein? Et quand j'aurai le bâtiment à côté, j'aurai les cuves, le pressoir, tous les fûts. Et ça fera un petit chai pour les fûts de 2e année, et puis pour garder le vin qui est pour habiller les bouteilles, etc. Non? En attendant de trouver la place que vous allez m'indiquer pour faire une belle cave enterrée bien profonde où il n'y aura plus besoin de bottes de paille, etc. Et puis où on pourra garder les températures correctes au long de l'année. Parce qu'en hiver, il fait quand même... on arrive, rarement, mais on arrive quand même à -5. Ce qui est très intéressant. Bon, ben là, il se tient. En fait, les fûts de tonnellerie de Bourgogne ont été fabriqués par un tonnelier français, M. Billon, un homme remarquable, d'une générosité extraordinaire, qui malheureusement est mort, il est décédé, ça m'a fait beaucoup de peine. Et on avait été visiter les forêts en Haute-Bourgogne avec lui. C'était remarquable, remarquable. Et il avait eu un geste d'une gentillesse. Il y a un outil pour resserrer les cercles. Et il avait son vieux outil et je voulais en acheter un. Et il me l'avait donné, il me l'avait offert. Je l'ai toujours, c'est sensationnel. Et alors j'ai beaucoup d'attaches à ces fûts qui sont les fûts de Boisvillon. Les gens en Bourgogne connaissent le Boisvillon, c'était ses forêts, son bois, c'était vraiment sensationnel. Un mélange étonnant de gens, de fêtes, de sérieux, de passion, mais encore de vins épicés, ensoleillés, pour les gourmands et les gourmets.